Bonjour Maud Bréjon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine, et vous étiez porte-parole du gouvernement de Michel Barnier. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Francis Brochet. Bonjour. Francis, vous représentez les journaux régionaux du groupe EBRA, tous les journaux de l'Est de la France. On va commencer en parlant de ce débat qui revient sur le devant de la table, le débat sur l'immigration. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau qui souhaitent durcir le droit du sol. Est-ce qu'il faut l'ouvrir ce débat selon vous ? Oui, je crois que Gérald Darmanin et Bruno Retailleau mettent sur la table un débat qui est absolument fondamental et qui, au fond, qu'est-ce que la communauté nationale ? Comment est-ce qu'on y adhère ? Pour ma part, je crois que le modèle républicain, ça doit être un modèle d'adhésion. D'adhésion à des valeurs, de reconnaissance d'une histoire, de reconnaissance d'une culture. Et donc c'est, je crois, sain qu'on puisse en parler. J'espère que la classe politique sera suffisamment mature pour qu'on puisse avoir ce débat de façon apaisée, sans caricature, ni d'un côté ni de l'autre. Et ensuite, je rejoins Gérald Darmanin quand il dit que c'est un débat qui devra être tranché démocratiquement dans le cadre, par exemple, d'une présidentielle. Donc il ne faut pas l'ouvrir maintenant ? Il faut l'ouvrir maintenant, ça prend du temps. Il n'y a pas de mauvais moment pour avoir des bons débats. Et puis viendra ensuite le temps de demander aux Français leur avis, de leur demander de trancher. Et pour ma part, je pense que ça doit passer encore une fois par le vote et donc par une élection présidentielle. On a 2 ans pour ça. Il faut l'ouvrir de quelle manière ? Est-ce que ce que dit François Bayrou, dire il faut faire un débat sur qu'est-ce qu'être aux Français, pour vous, c'est la bonne manière ou c'est trop large ? En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, c'est une question que se posent beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos compatriotes, qui revient aussi de façon très régulière dans la vie politique française, par des angles assez différents, mais qui au fond est un débat sous-jacent qu'on n'a pas réussi à trancher depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Le président Sarkozy avait essayé de le faire sans vraiment y parvenir. On a nous-mêmes essayé d'apporter des réponses probablement insuffisantes, et on voit bien que ce débat émerge et réémerge de façon périodique, régulière. Et donc, encore une fois, je pense que c'est une question fondamentale et qu'on ne doit pas avoir peur d'en débattre. On ne doit pas être gêné par cette question. Qu'est-ce qu'être français ? Comment est-ce qu'on rejoint et comment est-ce qu'on adhère à une communauté nationale ? C'est au contraire un très beau débat. Mais est-ce que pour vous, il faut remettre en cause l'automaticité de la nationalité française ? Pour ma part, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'automaticité, justement. Je pense que, je vous le disais, le modèle républicain à la française est un modèle d'adhésion. Je ne peux pas le dire différemment. Ça ouvre beaucoup de champs, ça ouvre beaucoup de questions. On doit prendre le temps d'y répondre, mais on adhère à ce modèle-là, à ce modèle républicain, on adhère à cette communauté nationale parce qu'on partage avec elle, encore une fois, des valeurs, un mode de vie, parce qu'on lui reconnaît une culture. Et je pense que c'est à mon sens essentiel. Et c'est comme ça qu'on préserve. Donc on durcit le droit du sol. C'est comme ça qu'on préserve cette communauté nationale qui a tendance à s'étioler parfois. On le sent, on voit les fractures. Et ces fractures, je crois qu'elles sont aussi là parce qu'on n'a pas réussi à travailler, à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'être français ? Comment est-ce qu'on l'est ? Comment est-ce qu'on adhère à cette société française ? Mais donc on revient sur le droit du sol, pas seulement à Mayotte, comme l'Assemblée nationale vient de le voter, mais sur l'ensemble du territoire. Oui, moi je suis ouverte à ce qu'on puisse effectivement durcir ce droit du sol de telle sorte qu'il n'y ait plus d'automaticité, par exemple, sur le double droit du sol. Mais nous évoquions, on a le débat sur le droit du sol à Mayotte. Il y a 2 enseignements à ce débat. 1, il fut tout sauf serein. 2, le socle central, je ne sais plus comment on l'appelle, a trouvé ses appuis à l'extrême droite. Mais le bloc central n'est pas attaché à un côté ou à un autre de l'hémicycle. C'est une proposition de loi qui a été déposée dans le cadre de leur niche parlementaire, donc du temps qui leur est alloué par nos collègues députés Les Républicains. Gérald Darmanin avait lui-même posé ce sujet sur la table lorsqu'il était ministre de l'Intérieur il y a, je crois, environ 1 an de ça. Donc c'est une question qu'on a toujours portée. Nous avons voté pour cette proposition de loi, de même que les différents groupes du socle commun, et nos votes ne sont pas annexés à la position de tel ou tel groupe. Non, mais sans les votes du Rassemblement national, la loi ne passait pas. Vous voyez, ça c'est
une réflexion, si je puis dire, que moi je ne supporte plus d'entendre. Lorsqu'aujourd'hui on prend une position qui est effectivement une position de fermeté, d'attachement à un certain nombre de valeurs françaises en matière notamment d'immigration, on est en permanence ramené à l'extrême droite. Et moi je revendique de pouvoir avoir aujourd'hui un discours de fermeté, un discours en faveur de davantage d'ordre, de réflexion sur, encore une fois, qu'est-ce que cette communauté nationale, sans être ramené à la position de Marine Le Pen. Je n'annexe pas mes positions et mes réflexions en fonction du Rassemblement national. Je ne me demande pas ce que Madame Le Pen pense le matin quand je me réveille. Vous voyez, et donc, je remarque par ailleurs que c'est une position, ce sont des positions qui sont partagées par une large majorité de Français. Il faut aussi qu'on soit capable de les écouter. Il faut que ma famille politique soit en capacité d'entendre le pays, d'écouter le pays. Et je suis toujours frappée de voir le contraste qu'il y a entre une Assemblée nationale, une classe politique extrêmement divisée sur ces questions, et en face population, nos concitoyens, qui eux sont réunis autour d'un large consensus et qui réclament davantage d'autorité, davantage de fermeté. Mais on devrait peut-être un peu plus les écouter et s'éloigner un petit peu de cette espèce de diktat moral que tente de nous imposer parfois une partie de la gauche française. Juste un mot peut-être sur la méthode. Est-ce que vous souhaitez par exemple qu'il y ait des conventions citoyennes sur ce sujet, ou est-ce que pour vous c'est pas le bon véhicule ? Pourquoi pas? J'ai pas de position arrêtée sur le véhicule à employer. Je pense qu'on doit avoir un débat et je pense qu'à la fin ce débat doit être tranché par le vote, tout simplement. Pour revenir sur le fond, vous vous appeliez à remettre sur la table certaines mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans la loi immigration, notamment ce qu'on a appelé les cavaliers législatifs, des mesures qui n'avaient rien à faire dans ce texte. Est-ce que ça a été reçu favorablement par votre groupe? Est-ce que par exemple vous allez déposer des propositions de loi? Alors d'abord, c'est des mesures qui ont été écartées du texte pour des raisons de forme et non pour des raisons de fond. C'est important de le rappeler. Je remarque qu'au sein du groupe Renaissance, une partie de mes collègues adhèrent à ces propositions, d'autres pas. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Un parti politique, un groupe politique, c'est un endroit où on doit pouvoir débattre. Ce n'est pas un endroit où on prône la pensée unique. Et donc moi, je revendique d'avoir des positions qui, encore une fois, vont dans le sens de davantage de fermeté, qui ne sont pas partagées par tout le monde au sein de ma famille politique, mais qui en revanche... Mais qui sont majoritaires ou pas? Mais qui en revanche... Qui sont minoritaires au sein de votre groupe? Sont largement majoritaires dans le pays. Et je constate... Mais pas dans votre groupe. Et je constate que Renaissance, que le président de la République, que les différents gouvernements successifs ont largement œuvré à aller dans le sens que je prône moi. Gérald Darmanin a porté une loi immigration. Ça a été compliqué de le faire il y a un an. Il a réussi à la porter avec des mesures qui étaient parfois très dures, mais qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Certaines ont ensuite été écartées. Mais moi, je pense que c'est des mesures dont on a besoin pour protéger les Français. Et qu'en matière de protection des Français, il ne doit y avoir aucun tabou. Mais de quelle manière vous allez les remettre sur la table, du coup? J'ai déposé une proposition de loi, par exemple, pour porter la durée maximum de rétention en centre de rétention administratif pour des étrangers en situation irrégulière, coupables de crimes ou de viols, porter cette durée de rétention à 210 jours. L'Union européenne nous le permet. C'est d'ailleurs encore plus long que ça dans certains autres pays. C'est 18 mois en Italie, 18 mois en Allemagne. Donc je crois que c'est une mesure de bon sens qui doit permettre, encore une fois, de travailler à la protection de nos concitoyens. Je crois que d'autres collègues de différents groupes ont déposé d'autres propositions de loi à l'Assemblée, mais également ici au Sénat. C'est des propositions de loi que je soutiendrai et j'attends du gouvernement qu'il donne du temps législatif pour le débat autour de ces questions en matière d'immigration. Un mot sur les conséquences sur votre groupe. Est-ce qu'il va y avoir des départs suite à ce débat du groupe Ensemble pour la République, notamment de gens venus de l'aile gauche? Quand je crois, en tout cas, j'espère qu'on est un groupe politique mature et qu'on est capable d'adhérer ensemble à ce groupe sans penser nécessairement toujours la même chose. On l'a vu dans le passé et donc prenons le temps d'en débattre. Moi, j'aimerais que Renaissance, mon parti politique, puisse être davantage un lieu de débat qu'il n'est aujourd'hui. Il n'est pas suffisamment? Il ne laisse pas la place au débat? Je pense aujourd'hui qu'on doit pouvoir débattre davantage au sein de notre parti politique et probablement produire davantage d'idées. Il y a des conventions thématiques qui sont organisées par Gabriel Attal. C'est une excellente chose parce que c'est le rôle, tout simplement, d'un parti politique. Et puis après, il faudra évidemment trancher une ligne.
Et sur le gouvernement, on a vu ce week-end, alors on a évidemment Bruno Retailleau, Gérald Darmanin qui sont favorables à ce débat. Éric Lombard, lui, il n'est pas du tout favorable à ça. J'ai été moi-même porte-parole d'un gouvernement avec des avis qui étaient parfois divergents. François Bayrou a été nommé Premier ministre dans un contexte politique extrêmement compliqué, extrêmement complexe. Vous le savez, il a fait le choix de constituer le gouvernement le plus large possible et le plus représentatif possible de l'Assemblée nationale. C'est une excellente chose. Le pendant de ça, c'est qu'effectivement, vous avez dans ce gouvernement des gens qui ne sont pas toujours d'accord, et on ne va pas se le cacher, ne mettons pas la poussière sous le tapis. L'essentiel, je crois, c'est que d'une part, que chacun soit concentré sur les missions qui sont les siennes. Éric Lombard n'est pas d'accord avec Gérald Darmanin sur l'immigration, soit, mais Éric Lombard a réussi, jusqu'à présent en tout cas, à avancer sur le débat budgétaire de façon extrêmement saine et constructive. Et donc il faut que ce gouvernement tienne. Néanmoins, et j'ajoute quand même ça, sur des sujets comme l'immigration, on ne peut pas se permettre d'être immobile et de faire du surplace pendant 2 ans. On a encore 2 ans et demi pour agir d'ici à la prochaine présidentielle. C'est extrêmement long. Et donc ce gouvernement ne peut pas être uniquement le gouvernement des budgets difficiles. François Bayrou doit aussi poser sur la table, et j'espère qu'il le fera, un certain nombre de sujets, un certain nombre de débats, un certain nombre de textes au Parlement. Et l'immigration doit faire partie des sujets qui seront traités. Avec une nouvelle loi ? Avec une nouvelle loi, avec peut-être différentes lois issues de propositions d'initiatives parlementaires. Moi, je ne suis pas fétichiste d'une grande loi sur l'immigration, mais on doit avoir, oui, des mesures législatives derrière. Mais Éric Lombard s'exprime un petit peu aussi au nom, j'allais dire, du monde économique. Que dites-vous aux chefs d'entreprise qui disent « on a besoin d'immigration » ? Mais je les entends. Moi, je suis pour une immigration choisie et régulée. Je pense qu'on doit prioritairement lutter contre l'immigration clandestine, qu'on doit aussi entendre les besoins en immigration de travail, sans omettre, par exemple, qu'il y a aujourd'hui sur le sol français 500 000 étrangers en situation régulière. 500 000 étrangers en situation régulière au chômage. Qu'il y a... plus de 150 000 étudiants qui, chaque année, sortent du système scolaire sans qualification. Donc, regardons ce qu'il y a besoin de faire en matière de régularisation, oui, mais non à la régularisation sans critères et sans nombre, et privilégions d'abord la formation de celles et ceux qui sont sur notre sol de façon légale, qui sont français ou qui ont des titres de séjour et qui ont besoin, encore une fois, de formation pour rentrer sur le marché de l'emploi. On a là un vivier qui n'est probablement pas suffisamment exploité. Est-ce qu'il faut un référendum sur l'immigration pour vous ? Je suis favorable d'abord à l'idée des référendums et à la volonté que semble avoir le président de la République de travailler à davantage de démocratie directe. Je pense que tous les sujets qui touchent le quotidien des Français ou l'avenir du pays sont légitimes, à condition qu'ils s'inscrivent dans le cadre constitutionnel. Qui sur l'immigration ne laisse pas beaucoup de marge. Voilà. À condition qu'ils s'inscrivent dans le cadre constitutionnel. Après, je vais vous dire, ce débat sur faut-il ou pas un référendum sur l'immigration, il est pour moi un peu hypocrite. En réalité, on connaît tous par avance le résultat d'un tel référendum. Et je crois que femmes et hommes, députés, sénateurs, élus, simples citoyens, on n'a pas besoin de référendum pour savoir ce que veulent les Français en matière d'immigration. Il n'y a qu'à descendre sur n'importe quel marché de France, il n'y a qu'à écouter quelques Français et entendre qu'ils demandent davantage d'autorité. Donc on peut débattre éternellement de pour ou contre un référendum, mais en réalité, la volonté populaire, on sait déjà où elle se trouve. Et sur d'autres sujets, quelles questions vous voudriez avoir posées, vous, par référendum ? Et est-ce que déjà vous êtes pour l'organisation de référendum ? Est-ce que c'est le moment ? Je pense que par essence... donner la parole au peuple est toujours une bonne chose. Moi, j'ai pas de sujet tranché, d'avis tranché sur les questions qu'il y aurait à poser. Sophie Primas, qui vous a succédé au porte-parole là, elle dit pour faire un référendum, il faut un pays apaisé. Est-ce que le pays il est suffisamment apaisé aujourd'hui pour faire un référendum ? Pour faire un référendum, il faut être en capacité d'avoir des débats apaisés sur les sujets qui sont ou qui seront posés sur la table. Je pense que oui, on est dans une société tout de même suffisamment mature, avec une classe politique qui sait l'être aussi, peut-être pas sur tous les sujets, mais qui sait l'être. Et donc, charge à nous de trouver, et encore une fois, d'arriver à mener ces débats correctement. Vous avez parlé d'hypocrisie. Est-ce qu'elle n'est pas d'abord présidentielle ? Parce que Emmanuel Macron nous a parlé, je ne sais plus combien de fois, une dizaine de fois, de faire un référendum depuis 7 ans. Il n'y en a pas eu.
On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, une crise, on va parler de référendum, puis après on passe à autre chose. Il s'est passé beaucoup de choses. Sans doute, mais pas de référendum. Il s'est passé beaucoup de choses depuis 7 ans. Le président de la République a été réélu brillamment il y a un peu plus de 2 ans de ça. Et là, on voit bien que le paysage politique, le travail, notamment au Parlement, est par certains aspects bloqué. Et face à cette... Oui, mais il en parlait dans le premier quinquennat et il ne l'a pas organisé. Face à cette difficulté politique, et à un moment où je crois il y a une soif de démocratie directe, le président de la République a raison de poser cette hypothèse sur la table. Et puis, c'est pas un leurre. Moi, je comprends pas. Enfin, je ne comprendrais pas qu'on puisse s'opposer à cet exercice qui, encore une fois, consiste très simplement à se tourner vers nos concitoyens et à leur demander leur avis sur des questions cruciales qui touchent leur quotidien. Sur l'immigration, Bruno Retailleau s'est exprimé ce week-end en disant en substance les lois nous empêchent, nous, la majorité politique, de faire ce que nous voulons. Et l'on sait que sur l'immigration, le Conseil constitutionnel a été à moult reprises contesté. Est-ce que pour vous, le Conseil constitutionnel est un obstacle sur le chemin de votre action politique ? Je fais toujours très attention à ne jamais remettre en cause les institutions. Je pense que c'est pas toujours le cas dans la majorité. C'est mon cas. Pour autant, je rejoins Bruno Retailleau lorsqu'il dit que l'état du droit, et non pas l'état de droit, mais l'état du droit, doit être modifié et doit pouvoir évoluer pour faire face à un contexte qui a aussi beaucoup changé, à des difficultés nouvelles auxquelles on est aujourd'hui confronté. Et c'est en ça où je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas attendre 2 ans. Face à des questions et à des attentes qui sont si prégnantes dans la société française, on ne peut pas se permettre 2 ans d'immobilisme. Donc oui, regardons les choses en face. Il y a aujourd'hui des verrous, mais pardon, on parle d'immigration depuis le début de ce débat, mais pas uniquement en matière d'immigration. Il y a des verrous en matière d'immigration, mais il y a des verrous en matière mais quand Bruno Retailleau, par exemple, dit qu'il y a trop de droits. Et donc, qu'un homme politique souhaite faire évoluer le droit de façon à ce qu'il facilite des démarches qui vont dans le sens de la volonté des Français, c'est frapper du coin du bon sens. Mais quand Bruno Retailleau dit qu'il y a trop de droits individuels, ça empêche à l'État d'asseoir son autorité, c'est pas très macronien, ça. De droits individuels. Oui, dans le JDD, Bruno Retailleau dit on allait trop loin dans les droits des individus et ça finit par empêcher l'État d'agir. J'allais dire, c'est l'anti-Macron. Macron, c'est le développement des droits individuels, non ? Non, je pense que Bruno Retailleau mettait en exergue le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre, effectivement, de verrous et de difficultés, notamment législatives, qui l'empêchent de mener à bien sa mission, et notamment sur la question de la reconduite vers les pays d'origine et de la protection des Français. Il est ministre de l'Intérieur. Je pense que quand il dit ça, il faut qu'on soit en capacité de l'entendre. Et ce n'est pas aller à l'encontre de l'aspiration en liberté, et notamment en liberté individuelle, mais qui est, je crois, de toute façon une grande valeur également portée par la droite historiquement. Et Richard Ferrand, qui n'a aucune expérience du droit, serait l'homme idoine pour présider le Conseil constitutionnel ? Richard Ferrand est un grand connaisseur des institutions, extrêmement respectueux des institutions, et donc si il s'avère que son nom est effectivement proposé, je le soutiendrai évidemment. Maud Brejon, on va parler politique. Renaissance Ensemble pour la République a perdu un siège hier, le siège de Stéphane Séjourné dans votre département des Hauts-de-Seine. C'est la candidate LR qui l'a remporté. Est-ce que le résultat d'hier, c'est un échec pour votre parti ? Ce qui s'est passé à Boulogne-Billancourt, que vos téléspectateurs comprennent, on avait une candidate Renaissance, une candidate LR, une candidate... un candidat Horizon. Et un candidat Nouvelle Énergie, le parti de David Lisnard. Donc on avait 50 nuances de la droite et du centre présentes à Boulogne-Billancourt. C'est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il ne faudra pas faire à l'avenir. Je pense notamment à l'élection présidentielle. Du reste, moi j'adresse toutes mes félicitations et chaleureuses et sincères à Elisabeth Demestre, qui est notre nouvelle députée du 92, et je lui dis bienvenue. Et c'est un plaisir pour moi de l'avoir arrivée à l'Assemblée nationale. Pour autant, je dis aux responsables politiques, et notamment aux responsables de partis, que par la suite, par respect pour nos électeurs, de telles situations ne doivent plus arriver.
Mais est-ce que vous n'êtes pas trompée de candidate, vous, à Renaissance? Non, Lauriane Rossy, que je connais bien, qui a été députée, questeur de l'Assemblée nationale, référente de notre département, était une très bonne candidate. Mais si vous voulez, c'est pas le sujet. Je suis pas là pour critiquer les candidatures des uns ou des autres. Là, il y a une leçon à tirer quand vous faites 13% au premier tour dans une circo que vous aviez. Et je ne dis pas qu'il y avait de mauvais candidats. C'est absolument pas mon point. Ce que je dis, c'est que le socle commun est aujourd'hui uni à l'Assemblée nationale, uni au gouvernement. Il doit l'être aussi lorsqu'il se présente face aux électeurs. Donc il doit l'être lors des législatives partielles. Ça n'a pas été le cas et c'est extrêmement dommage. Je le regrette et je ne sais pas l'expliquer aux électeurs. Il le sera, j'espère, dans un certain nombre de villes pour les prochaines échéances. Donc pour les municipales, vous souhaitez des candidatures communes? Dans un certain nombre de villes, là où c'est possible, je ne fais avec les Républicains. Je ne fais pas fi. Oui, je ne fais pas fi des contextes locaux, bien sûr, mais je pense que dans un certain nombre de villes, c'est possible. Et surtout, il faudra un candidat unique de la droite et du centre qui aille de LR à Renaissance lors des prochaines élections présidentielles. Je ne sais pas expliquer aux électeurs qu'après avoir passé plusieurs mois, plusieurs années peut-être dans un même gouvernement, à applaudir les mêmes premiers ministres, à soutenir les mêmes ministres, à voter les mêmes projets de loi, alors même qu'on voit bien qu'on a un électorat qui est similaire, je ne sais pas expliquer que parce qu'il y a des ambitions individuelles, on n'est plus capable de s'entendre. Donc il faudra qu'on arrive à travailler à l'unité. Et moi, je serai de ceux qui réclameront auprès des responsables de partis de l'unité pour les prochaines échéances présidentielles. Je crois que face à un rassemblement national de plus en plus puissant et de plus en plus structuré, et face à une gauche, une extrême gauche qui l'est aussi, c'est de notre responsabilité que d'arriver à se rassembler et à maintenir ce rassemblement. Et comment vous le désignez, ce candidat unique ? La question se posera dans les mois à venir. Vous avez plusieurs situations possibles. Soit vous avez un homme ou une femme qui émerge naturellement et donc on peut espérer qu'il agrège, si je puis dire, derrière lui l'ensemble des forces politiques. On verra. Ça pourrait être C'est une possibilité. Il est encore tôt pour en parler, mais c'est une possibilité. Et si vraiment ce n'était pas le cas, il faudra qu'on réfléchisse à un mode de sélection, comme on dit, ou à un mode de départage. Mais donc une primaire. Pourquoi pas? Mais pour en arriver là, il faut que les aspirants à la présidentielle et les chefs de parti s'accordent sur l'idée même de pouvoir avoir un candidat d'union. J'espère que ce sera le cas. Je vois tout le chemin qu'on a déjà parcouru depuis plusieurs mois. Si on nous avait dit ça il y a un an, on n'y aurait pas forcément cru. Je vois aussi tout le chemin qui reste à parcourir. En tout état de cause, on ne peut pas se payer le luxe de la division. Nos électeurs ne le comprendraient pas. Et donc, voilà, j'espère que les uns et les autres, au détriment peut-être de leurs propres ambitions, mais feront preuve de responsabilité. Est-ce que pour vous, Gabriel Attal, il doit ajouter son nom à la liste des prétendants pour 2027 ? Mais Gabriel Attal fait partie des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont légitimes à avoir des ambitions. Et moi, je ne suis pas ici pour juger cela. Je réclame juste, encore une fois, quelque chose de très simple. C'est qu'on travaille toutes et tous à l'unité. Je crois et aux idées, est-ce qu'il travaille suffisamment aux idées, Gabriel Attal ? C'est un des reproches que lui fait Gérald Darmanin. Il dit qu'il n'y a pas de vision sur des années dans ce parti. Il n'y a pas d'idée. Gabriel Attal est président du parti depuis assez peu de temps. 3 mois, décembre, 3 mois peut-être maintenant, voilà, 2 mois. Laissons-lui le temps. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que depuis plusieurs années, Renaissance n'a pas été un parti d'idées, n'a pas suffisamment été un parti de débat. Et j'espère a vocation à le devenir rapidement en vue des prochaines échéances électorales. C'est un parti trop centré sur Emmanuel Macron. Mais c'est un parti qui a été fondé par Emmanuel Macron. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait enlever le nom ou l'image du président de la République des tracts et des supports de communication de notre parti. Ce parti a été fondé par le président de la République et on doit en être fier, on doit le revendiquer. Pour autant, on doit aussi préparer l'avenir lorsqu'il ne sera plus président de la République. Et on se souvient de la phrase qui fonde le macronisme, et de droite et de gauche. Manifestement, dans toutes vos déclarations, le « et de gauche » est oublié. Non, je pense que Vous dites toujours de centre et de droite. Je pense que les temps changent.
Voilà, je pense que la recomposition politique qu'on a vécue en 2017 était une première recomposition, mais qui ne s'est pas arrêtée le lendemain de l'élection de 2017. Je pense que la vie politique est en perpétuelle recomposition, et on l'a bien vu d'ailleurs ces derniers mois, ce qui a été réalisé notamment par Michel Barnier en arrivant à réunir au sein de son gouvernement des gens qui allaient de LR Mais les à députés du Renaissance, centre ont été élus avec des voix de gauche. Ont été élus avec des voix de gauche en 2024. Pardon, excusez-moi. Les députés du centre de votre majorité ont été élus aussi avec des voix de gauche en 2024. Il y a des députés de gauche, et notamment d'une gauche avec laquelle je n'ai rien à voir, qui ont parfois été élus avec des voix de droite. Donc, si on réfléchit comme ça, on perd un peu la logique des choses. Moi, voilà. Ma conviction aujourd'hui, c'est qu'on a une convergence idéologique et un certain nombre de points d'accord avec les Républicains, ce qui explique d'ailleurs qu'on soit ensemble dans un même gouvernement, ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité de travailler avec des gens qui viennent de la gauche. Un dernier mot mais je rapidement. pense qu'il y a une logique, encore une fois, à travailler à l'unité de ce bloc central. Un dernier mot rapidement, Maud Bréjon. Hier soir, Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'investissements pour l'intelligence artificielle. On les trouve où avec des caisses vides ? C'est 109 milliards d'investissements, et notamment d'investissements étrangers, si vous avez bien écouté ce qu'il avait dit. Le président de la République a profondément raison de s'attaquer à ce sujet, qui est un des grands sujets d'avenir de l'ensemble des pays. Et je veux dire, moi, je suis frappée de voir hier, en tout cas, ça m'a frappée en l'écoutant hier, on avait le président de la République qui parlait d'un sujet de grande innovation, avec des enjeux mondiaux absolument colossaux. Et je trouve que ça contraste parfois avec le niveau du débat de la classe politique française. Voilà. Je pense qu'on devrait s'inspirer de ce qu'il a fait hier soir et de ce qu'il va faire cette semaine pour parfois se mettre nous aussi au niveau de ces enjeux-là. Merci Maud Bréjon, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci Francis Brochet. À vous, on passe au Club des Territoires.